Connaissance, recherche, sciences, des sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Bonsoir, la musique art du temps. Donc aujourd'hui, comme l'intitulé le dit, nous nous occupons de la façon dont on peut essayer de mesurer ce temps. Le mesurer ou non, selon les cas de figure, et le mesurer selon les conceptions du monde des différentes époques que nous visitons. Puisque cet instrument relativement récent correspond si bien à des musiques très récentes, nous aurons pas mal de musiques très récentes, mais puisqu'il s'autorise de considérer que font partie de son répertoire des œuvres remontant à des périodes relativement anciennes, nous nous permettrons de commencer, comme généralement, avec la musique de Jean-Sébastien Bach, malgré beaucoup d'inadéquations instrumentales. En effet, je fais partie de ceux qui considèrent que le piano moderne peut donner vie et rendre certains services à cette musique. Nous allons essayer de voir comment, à différents moments de notre histoire, ces dimensions très schématiques, très difficiles à dissocier, mais que sont pulsation, rythme et tempo, peuvent donner à la musique des ailes tout à fait différentes. Alors, soyons très schématiques, mais une bonne fois pour toutes, disons-nous peut-être que la pulsation est une sorte de plus petit dénominateur commun dans le temps, que des regroupements de cette pulsation de différentes durées vont créer des rythmes, et que la vitesse du déroulement ou est le tempo. Si nous commençons à nous interroger sur la musique du baroque, nous avons peut-être deux grandes catégories. Les musiques relativement libres, de type récitatif, ce sont celles, si nous pensons aux musiques pour clavier, des fantaisies, des préludes non mesurés tout d'abord, qui deviennent très mesurés avec Bach, celles où le temps a beaucoup de liberté. Mais bien sûr, c'est un temps qui va s'adapter au geste instrumental, celui de l'arpège, dans notre cas de figure, ou il va s'adapter à la voix, dans le cas de ce récitatif méditatif. Et dans ce cas-là, nous sommes vraiment de plein pied dans une époque où le maître mot est le mot de rhétorique. Au contraire, quand il s'agira d'être confronté à des passages d'un type beaucoup moins improvisé, mais beaucoup plus composé, alors, surtout si l'héritage polyphonique, celui des siècles de la Renaissance, est pleinement assumé, comme dans le cas de Bach,
alors pour faire de l'ordre dans les différentes voix, on a besoin d'un tempo extrêmement mesuré, et c'est clair, dès l'énonciation d'un sujet de fugue, par exemple, qui est la fugue qui fait suite à notre méditation. Et là, on a vraiment un flux de tempo d'une grande stabilité, quasiment inexorable. C'est vraiment le temps du créateur, avec un grand C. C'est un temps universel, donné, dicté presque au compositeur. Lui-même va inscrire dans ce flux ce qui va lui permettre de réaliser son architecture, c'est-à-dire des éléments de base, des cellules de base, comme les thèmes des fugues, par exemple. Mais nous avons là un thème qui épouse la pulsation, qui nous dit la pulsation. Nous avons des notes rapides et régulières, toutes les doubles croches écrites, qui sous-tendent ce tempo inaltérable, sont aussi celles de l'énonciation du thème. Alors, comme autre thème de Bach, on pourrait songer par exemple à celui de la fugue en la mineur du deuxième volume du Clavier bien tempéré, qui a au contraire un profil rythmique extrêmement prononcé et extrêmement particulier. En effet, non seulement on a 4 notes régulières et lentes au début, puis ensuite une succession de notes 2 fois plus rapides, mais de surcroît, alors que ce thème très autoritaire semble n'avoir exprimé aucun doute, eh bien on commence en fait sur un silence qui fait que le thème s'interroge beaucoup plus qu'on ne croit. Alors, chaque coup que j'ai donné correspond à un de ces silences, à une de ces premières questions à laquelle Bach répond avec son thème rythmique. Toutes ces cellules viennent très souvent de la danse et dans une période où l'on écrit d'innombrables musiques de danse, où les suites de danse sont composées à profusion, eh bien, il s'agira de reprendre les pas des différents morceaux et pour un compositeur qui aime travailler, de faire vivre ces pas, de les contourner, de les contrarier, ou au contraire, de mieux les servir. Un des exemples les plus fameux, c'est par exemple les mioles. Cette façon, au lieu de dire 6 en disant 2 fois 3, de dire 6 en disant 3 fois 2. On ne dit donc pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, on présente différemment la même proportion, différemment parce qu'elle est dansée différemment. Les regroupements sont différents. L'un des maîtres de l'émiole, bien plus tard, c'est Brahms, qui va interpréter cette vieille tradition. Et l'une de ses variations sur un thème de Paganini concerne à alterner constamment ces 2 fois 3 ou 3 fois 2. Alors, une mesure se balance en 2 et l'autre en 3. Et ainsi de suite. Ce type de jeu de regroupement et de pas, nous les trouvons de toutes les façons possibles dans toutes les musiques du baroque, mais toujours, eh bien, nous avons ce flux établi et continuel qui est d'autant plus naturel que
nous partons de formes qui sont très courtes et donc qui, quelque part, ne nécessitent pas de changement de tempo pour une variété dans le flux du temps. Si nous prenons une suite de danse, par exemple, on alterne lent, vif, et ce sera l'alternance de danse à danse qui va créer la variété. Mais au sein de la même composition, sauf exception, on reste quelque part dans, j'allais dire presque cette soumission à un temps ordonné, un temps assumé et hérité. Si nous réfléchissons à la façon dont les classiques ont digéré l'héritage baroque, alors on peut peut-être avoir quelques réflexions. La première, c'est la prééminence de la pulsation. En effet, ce devient un élément fondamental pour deux raisons, sans doute. D'abord parce qu'il prend une vie toute particulière, et cela nous le voyons chez Mozart en particulier. Penchons-nous un instant sur l'un des thèmes de son concerto Jeune homme. Etc. On pourrait imaginer que ce concerto est simplement accompagné par ce qu'on appelle une basse d'Alberti. C'est le fameux pas mal, mais pas tout à fait suffisant. En fait, si l'on regarde comment l'orchestre accompagne le piano soliste ici, on s'aperçoit qu'une partie de l'orchestre, les altos, instruments bien aimés par Mozart, énonce une note par mesure. Créant une sorte de pulsation tout à fait lente et soulignant une proportion de 4 mesures. Au contraire, les violoncelles des contrebasses divisent ces valeurs par 2. La pulsation, si j'ose dire, le cœur bat 2 fois plus vite ici. Les deuxièmes violons font encore une division par 2. On est très simple en arithmétique à ce moment-là. En se livrant à de petits regroupements supplémentaires. Quant au premier violon, ils font le même jeu de monnayage et énoncent de façon encore plus rapide ce qui est en fait plus qu'un accompagnement, c'est un véritable petit contrepoint. Mais nous voyons, si nous observons ce jeu d'accompagnement, que couche par couche, véritablement, les proportions de temps sont d'une grande richesse et énoncent toutes les façons de diviser une proportion de temps donnée en la divisant toujours par 2. Un peu plus loin, lorsque le même thème est repris, cette fois au hautbois, le piano aura les mains libres et pourra accompagner, il fera valoir ses vertus de soliste en étant le plus rapide de tous et en énonçant une vitesse supplémentaire. On voit ici en fait combien la pyramide du temps chez les classiques est irréprochablement organisée pour réaliser pleinement un édifice aux symétries souvent parfaites, sauf lorsque le compositeur s'amuse naturellement à jouer contre cette symétrie. Haydn jouera à des jeux similaires mais un peu différents, comme toujours, s'il s'empare par exemple du menuet de bon héritage. Alors il ne fera croire au début qu'il se livre à un jeu de convention. Jusqu'à regrouper différemment les fameux 3 pas
ou les fameux 3 temps du menuet. 1, 2, 3, 1. Au début, nous avions 1, 2, 3, 1, comme s'il s'agissait d'insister sur cette structure bien en place du menuet. Mais quand vient la réponse à cette première affirmation, c'est la levée, le 3e temps qui a plus d'importance au moment où le caractère change. Puis, symétrie oblige, on revient à notre premier énoncé. Et là, Haydn coupe la logique de sa symétrie, module et nous fait entendre un regroupement donnant la faveur au 2e et 3e temps. Donc nous avions depuis le départ 1, 2, 3, 1, et puis 3, 1, 2, 3, 1, 2, et maintenant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Toujours un excellent compositeur saura bien sûr tirer parti de la façon, en jouant avec les pas d'une danse, avec l'accentuation de son discours, sur la façon de faire des regroupements rythmiques qui donnent vie à une formule de base qui pourrait sinon être trop simple. Dans la conclusion de sa phrase, Haydn va à contretemps, il fait des syncopes en nous faisant entendre autrement dit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est tout sauf le bon premier temps qui est exprimé. Et encore, une fois à gauche, une fois à droite. Et maintenant, avec les seconds violons et non les premiers, avec une disposition adéquate, à droite, puis à gauche. On voit donc ici combien une stabilité de pulsation et une proposition rythmique de départ très simple et très modalisée peut être variée extrêmement par l'imagination et la technique d'un compositeur. Une des grandes nouveautés du classicisme va être le bithématisme. Il ne s'agit plus ici de l'idée originelle unificatrice d'un monde totalement harmonieux, il s'agit peu à peu de dégager deux principes antagonistes représentés par les deux thèmes qui vont s'opposer de plus en plus avec une culmination, bien entendu, chez Beethoven. Et lorsque ce maître du contraste va créer des oppositions d'idées et de matériaux considérables entre ces deux thèmes, il nous sera permis de nous interroger sur la façon dont il ou nous, interprètes ou auditeurs, seront amenés à intégrer ces idées si divergentes dans un temps unique. Prenons l'exemple de la sonate dite Waldstein, opus 53. Elle commence, je vous le rappelle, de la façon suivante. Dans ce registre de l'instrument originel, avec la nuance requise, un pianissimo, le timbre développé va être un timbre tout à fait inouï, avec un pouvoir évocateur considérable. Mais bien sûr, ce qui nous frappe, c'est que nous entendons beaucoup plus qu'un profil rythmique ou même mélodique, une pulsation à l'état pur. C'est vraiment Beethoven dans toute sa splendeur, dans tout son radicalisme et sa puissance simplificatrice. Le deuxième thème, vous vous rappelez, est invraisemblablement opposé au premier.
façon sur la tonalité fort éloignée, c'est bien sûr l'écriture chorale, exempte de tout monnayage, de tout accompagnement qui nous frappe. On croirait vraiment entendre un choral d'église transposé dans le cadre d'une musique profane. Mais bien sûr, la douceur subite apportée par ce nouvel événement nous fait demander, mais est-il possible et légitime que cette nouvelle idée se coule dans un tempo exactement similaire à la première? Et le fait est que pour l'interprète, c'est chose bien difficile, que l'allegro con brio, qui donnera à la première idée sa vivacité, surtout au cours de ses différentes présentations, en trémolo par exemple, ce même tempo ne sera pas facile à tenir lorsque notre chorale sera varié, et varié de mélismes extrêmement doux et coulés. Assorti de séries de tierces qui n'ont rien d'un trait de brillance. Se pose donc vraiment la question de la remise en question d'un tempo unique. Si vous suivez les débats sur l'interprétation beethovenienne, vous savez sans doute que certains s'engagent dans la faveur de tempos différents justement pour les différentes parties de ce type de musique. D'autres, au contraire, préfèrent un tempo qui donne à l'entièreté d'un mouvement la plus grande unité possible. Nous sentons, malgré tout ici, combien la puissance dans le conflit des idées est près de déstabiliser un tempo qui serait par trop inamovible. Nous sommes là entrés de plein pied dans une époque qui n'a plus rien à voir avec les époques précédentes. Et puisque nous ouvrons pleinement les portes du siècle romantique, eh bien, nous allons nous y précipiter, bien sûr, et dans un premier cas de figure avec un compositeur qui, dans ses proportions, dans la pureté de son langage et dans le type d'événements musicaux qu'il écrit, se situe dans l'héritage mozartien et donc un classique parmi les romantiques, et c'est Frédéric Chopin. Mais voyons comment, au niveau du tempo, une de ces mélodies nécessite d'adaptation par rapport à ce tempo qui était mis sur des rails pratiquement, comme celui que nous avons connu, par exemple, dans une œuvre polyphonique du baroque. Alors bien sûr, la main droite chante en toute liberté, elle plane. Celle qui compte le temps, c'est la main gauche. C'est celle qui guide les harmonies, qui établit les proportions. Et si vous l'avez bien suivie, vous vous rendrez compte que bien sûr, elle ne fait pas au moment opportun l'accompagnatrice mécaniste, ce qui mènerait notre chanteuse à l'asphyxie. Et nous, certainement, à la frustration. Il se passe la même chose que ce qui se passe lorsque un chef d'orchestre
suit sa chanteuse de bel canto, c'est-à-dire qu'au moment opportun, la main gauche donne son temps à la main droite. Autrement dit, fait respirer le flux du temps, si j'ose dire, détend la pulsation et le fera selon le contexte. Ainsi, lorsque le même chant est repris, mais varié, avec ses sfumato à la Chopin, eh bien, la main gauche attend plus, le temps se suspend davantage. Et la phrase de Chopin au long col de cygne, eh bien, la forme du col du cygne vient en particulier de ce phénomène du rubato chopinien, du rubato romantique. Une autre façon de remettre en question, si vous me passez le terme, notre temps hérité inexorable, c'est la façon de l'esprit romantique et de la façon dont souvent le monde de la psychologie et le monde du sentiment prennent le dessus. Schumann est un maître en la matière et nous le montre dans les mises en scène de danse qu'il réalise si remarquablement. Ces papillons, par exemple, opus 2, les prémices de son grand carnaval, sont déjà un court cycle de pièces très différenciées. C'est une suite de danses, mais ces danses ne sont pas mises en boîte. Elles sont collées les unes aux autres, si j'ose dire, ou presque enchaînées par effet de surprise, comme si elles se coupaient la parole les unes les autres. Et en fait, de même qu'on a affaire à des sautes d'humeur constantes, on a affaire à des sautes dans le traitement du temps. Dans l'exemple que je donne, on est toujours à 3 temps. Il s'agit d'une façon de jouer avec les pas de danse, mais on voit bien comment le tempo change et comment les différentes visions de ce moment de carnaval dictent la loi à la pulsation du 3 temps. Puisque Schumann utilise à maintes reprises les reprises précisément, comme vous venez de l'entendre, mais aussi les reprises d'une même pièce, c'est-à-dire joue avec la mémoire, le souvenir, l'altération d'une idée, et bien sûr, le temps, en conséquence, sera lui aussi altéré. Et dans ces mosaïques de moments musicaux, d'apparitions parfois, de souvenirs, de fantasmes, de résurgence, d'impulsion, eh bien, la discontinuité temporelle sera parfois à son comble et frisera, pathologie oblige, le dangereux. Une autre façon de voir la continuité traditionnelle remise en question
c'est de le voir avec les yeux ou les conceptions de Liszt et Wagner, c'est-à-dire avec la nécessité dramatique chez Wagner et de dimension d'écrire une musique en continuelle mutation. Mutation des idées, on le sait, le principe du leitmotiv, mais aussi pour les besoins identitaires de la narration et les besoins de la dramaturgie, mais aussi mutation du temps et du tempo en particulier, qui deviendra d'une mobilité quasi constante dans certains cas de figure. On a donc là affaire à une organisation du temps qui est totalement spécifique de cette période en particulier. Chez Liszt, le tempo, comme chez beaucoup de romantiques, est un tempo où l'individu, ses affects, ses visions sont au centre de l'univers, et où donc la vie des émotions sera déterminante pour l'établissement de cette pulsation. Et donc cette pulsation changera. Elle changera de qualité, de chair, si j'ose dire, de sonorité, mais elle changera aussi de rapidité selon le degré émotionnel d'un passage ou d'un autre. L'exemple le plus frappant, et l'œuvre la plus réussie de ses œuvres pour clavier, peut-être de toutes ses compositions, qui est sa sonate à laquelle nous revenons à nouveau. Une sonate de 30 minutes qui est en même temps d'une dimension épique extraordinaire chez le compositeur des poèmes symphoniques, mais qui sait avoir ce souffle visionnaire et de narration tout autant qu'une force de construction très grande et qui assimile tous les grands héritages formels beethoveniens. Ce qui est donc très intéressant, c'est de voir comment chacune des étapes dans cette sonate est caractérisée, mais caractérisée aussi dans le temps et dans le tempo. Et pas seulement chaque thème, mais chaque présentation de chaque thème. Mais chaque thème tout d'abord. Et c'est ainsi que, quand on passe d'un épisode à un autre, eh bien, on est amené à modifier le tempo. Et ces transitions de tempo eh bien, sont constantes et l'on voit partout dans la partition. Je lis moi-même poco rallentando, molto ritenuto, poco ritenuto, rallentando smorzando, etc. Je prends un de ces exemples qui mène eh bien, au grandioso, à grand effet que chacun connaît par cœur. Cette façon de créer une transition d'une vitesse à une autre va être constamment là pour créer des articulations progressives d'un moment à un autre de cette histoire de Faust. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment nous suivons ce drame et le drame des personnages en voyant les thèmes se transformer. Justement, le thème auquel nous étions arrivés nous est énoncé une première fois dans un tempo relativement allant et avec une pulsation en 4. Avec chaque note du thème, une pulsation d'une grande plénitude, voire d'une grande épaisseur, et certainement très exaltée, et donc qui se livre à des répétitions relativement rapides.
Cependant, lorsque bien, le récit nous aura menés dans des sphères beaucoup plus dramatiques, alors le même thème sera prononcé à l'arraché et cette fois-ci de façon beaucoup plus rapide et sans pulsation. Plus tard, nous aurons affaire à une sorte de mise en scène quasi religieuse de ce thème qui est énoncé d'une façon quasi hymnique et cette fois-ci, dans ce moment plus intérieur, la pulsation est par deux notes d'accompagnement pour une note de thème. Tandis qu'à la fin de l'œuvre, lorsque les sommets, y compris les sommets de virtuosité, auront été atteints, eh bien, le même thème sera énoncé dans toute la force et à une très grande vitesse, et cette fois-ci, eh bien, c'est par 3 que la pulsation viendra varier ce thème. Voyons donc bien ici comment une même dimension rythmique est variée par la pulsation et par le tempo. Ces fluctuations du romantisme seront prises en charge par le post-romantisme puis par l'expressionnisme d'une façon parfois très radicale. Ainsi, lorsque le très méticuleux Alban Berg trouve une expression post-romantique dans sa sonate, c'est ce dont nous disposons de lui pour le piano, il le fera avec l'œil et la puissance d'organisation d'un moderne, passez-moi le terme, et il ne laissera pas énoncer son thème de la façon suivante. Ce qui serait beaucoup trop régulier à ses yeux. Il nous fait entendre un accélérando qu'il note très précautionneusement, qui démarre maintenant, puis s'arrête sur la cadence, on reprend dans le tempo d'origine, mais quand la musique se développe, l'accéléré suit, puis lorsque le matériau se comprime, alors un stringendo, donc plus d'accélération dans le tempo, vient accompagner ce micro-développement, alors qu'au contraire, quand nous nous dirigeons vers le point culminant avec un autre type de matériau, eh bien nous avons droit à un grand ralenti, molto ritenuto, et lorsque la phrase retourne vers le calme d'origine, eh bien, c'est un ritenuto normal, mais lui aussi très calibré, qui nous est proposé. On voit ici qu'il y a vraiment une aspiration de contrôle sur le tempo qui est extrême et qui est certainement un désir de l'expressionniste Berg de contenir ce non mesurable, cet intuitif à l'état pur que nous avions dans certains cas chez Schoenberg, comme dans son opus 11, où d'une sensation à une autre, eh bien, le tempo était une fois énoncé, puis une fois rapide et fuyant, soudainement, suspendu d'un seul coup, et puis balancé, ensuite haché. En fait, aucun de ces épithètes ne correspond, ou de ces participes passés, ne correspond à ce que nous voudrions définir, tant cette musique précisément est indéfinissable.
ce qui est très frappant, c'est de voir qu'au moment où nous semblons perdre toute notion de pulsation, cette référence régulière de base qui permettait de tout ramener à un décompte d'origine, certains reviennent au contraire vers cette pulsation. Ceux en particulier qui reviennent vers certaines origines musicales. C'est le Stravinsky du Sacre du Printemps pour la littérature au piano. Ce sera dans beaucoup de cas de figure le travail de Béla Bartók. Et nous, dès le début, par exemple, de sa sonate, nous sentons bien que nous avons affaire à une pulsation qui n'est plus une pulsation cosmique, peut-être, comme à l'époque baroque, celle du moment où l'on a découvert que la Terre tournait et que les cycles de temps correspondaient à des révolutions dans l'espace. Ce n'est pas non plus le temps extrêmement ordonné du classicisme, bâtisseur de toutes les symétries. Ce n'est pas non plus le temps émotionnel et très humain du romantisme, c'est bel et bien un retour à un temps extrêmement énergétique où la pulsation est génératrice de nouveaux regroupements rythmiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le premier mouvement de sa sonate, en matière de thème, Bartók répète le même son au lieu de faire des mélodies, lui qui les fait si bien. Même chose dans son second mouvement. Même chose dans le troisième. C'est presque un manifeste pour la pulsation. Et le troisième, eh bien, nous montre la façon de créer des rythmes très simples, mais nouveaux. Au lieu de faire de la symétrie, comme dans l'héritage classique, eh bien, on fait comme dans l'héritage classique. On compose des mélodies simples et des rythmes simples. Le début de cette troisième sonate pourrait sonner de la façon suivante. Tout à fait régulier, là, ce serait une autre façon de revisiter les classiques. Mais Bartók dit au départ, non pas 4 sons pour la symétrie, mais il en coupe un. Il dit 3 sons. Et puis 4 sons, mais maintenant seulement 2. 3 à nouveau, 4, et au lieu de 4, 3, et au lieu de 2, 2 fois 2. Autrement dit, il joue avec des ciseaux à raccourcir ces rythmes ou parfois à les rallonger, puisque la langue hongroise permet si bien ce genre de jeu, nous le verrons dans un de nos cours au mois de mai, pour arriver à créer ces jeux rythmiques asymétriques qui donnent tous les piments à son langage. Mais là encore, nous avons une référence de base. C'est notre pulsation. C'est le plus petit dénominateur commun qui, multiplié par 3, par 2 ou par 4, autorise des regroupements irréguliers, asymétriques, mais qui peuvent se ramener toujours à une même valeur de comptage. Après la Deuxième Guerre, on va plus loin dans la façon de remettre en question nos 3 dimensions et leur interdépendance. On va plus loin, plus exactement, dans la façon de donner à chacune d'entre elles son indépendance. Ainsi, si j'ouvre la partition de la première pièce pour piano de Stockhausen, son premier Klavierstücke, je vois qu'une mesure faite avec une valeur de référence, des noirs, donc une valeur régulière, en regroupe non pas 4 ou 2, mais 5. Bon, c'est à la portée de beaucoup de gens. Par contre, à l'intérieur de ces 5 valeurs, ou 10 valeurs, 10 fois une valeur de moitié, c'est-à-dire une valeur de croche, eh bien, au lieu d'énoncer 10 valeurs, ou certaines de ces 10 valeurs, il en énonce 11. Autrement dit, au lieu de faire un triolet, 3 valeurs au lieu de 2, il en fait 11 au lieu de 10. Et puis, à l'intérieur d'un des regroupements de ces 10,
6. Au lieu d'en faire 5, il en fait 7. Bref, il se livre au même jeu auquel on s'est toujours livré, mais en utilisant des regroupements numériques beaucoup plus complexes et parfois avec des chiffres premiers. Autrement dit, on n'a plus cette capacité de diviser les rythmes les uns par les autres, comme on l'a vu dans la musique classique, qui jouait au matrioshka quelque part, mais on a ici une sorte de spéculation sur les nombres dans un registre complètement différent de celle auquel les baroques, par exemple, se sont livrés, qui a ses saveurs, qui a ses énigmes, mais qui fait en sorte que je me garderai de vous donner comme exemple cette première mesure pour ne l'avoir pas travaillée et jouée dans ma vie et pour me sentir bien incapable de la lire à vue. Par contre, je peux essayer de faire sentir ce qu'est le chemin de l'interprète pour jouer une autre musique où l'indépendance de ces différentes dimensions crée son type de richesse. Ainsi, dans une de ses sonates, la 3e, Pierre Boulez nous propose des jeux rythmiques qui sont par exemple les suivants. Je vous énonce maintenant les pulsations de base auxquelles on se réfère tout en jouant, tout au moins j'essaye de le faire. 1, 2, 3, 1, 2 et 1, 2. Pas trop compliqué, ça va. J'ai pris un exemple volontairement simple pour la démonstration. Seulement voilà l'enveloppe de tempo, c'est-à-dire la courbe de tempo quelque part qu'il choisit de donner à ce passage est une courbe allant de l'extrêmement rapide jusqu'à l'extrêmement lent. Quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Maintenant, expérimentons le même passage en appliquant ce vecteur de tempo indépendant du matériel proposé au matériel que je viens de vous faire entendre. On voit bien sûr que l'effet final n'a rien à voir avec le déroulement originel proposé et on voit donc quelle incidence peut avoir ce jeu de tempo. C'est en effet un moment où le tempo lui-même acquiert son indépendance et où donc un compositeur choisira un tempo non pas que pour unifier l'entièreté d'une pièce, souhaitant que tous les thèmes, peut-être aussi le premier et le deuxième thème de Beethoven, puissent s'exprimer dans le même tempo unificateur. Il s'agira là de changer constamment, de moduler le tempo, mais pas à la façon de Wagner, en suivant la phrase ou les émotions, mais en faisant un travail spéculatif sur les changements de tempo, comme sur les changements rythmiques, comme sur les changements harmoniques, qui vont donc profiler l'ensemble du discours d'une façon très particulière. En effet, puisque le tempo devient une dimension en soi, eh bien, on peut choisir de lui donner telle ou telle vitesse. Depuis l'invention du métronome, en effet, on a ce plaisir de pouvoir associer un nombre à un tempo, et alors des séries numériques vont gérer des choix de tempo pour des compositeurs de cette génération. C'est une chose que l'on sent très bien chez Stockhausen également, qui s'est fait le maître de ce genre de mesure, en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est de voir que nous retrouvons chez des compositeurs de cette génération ce même désir d'ordre extrême ou de musique plus libre. Ainsi, lorsque le même Boulez, dans cette même sonate, travaille en nous
énonçant de façon précise et extrêmement calculée une sorte de matériel thématique. On sent quelque part qu'il compte le temps et qu'il l'organise, quand au contraire, il le déploie en le multipliant, eh bien on va voir qu'il le fait de façon beaucoup plus acoustique et qu'il renoue avec cette vieille tradition de musique où éléments ordonnés alternent avec éléments très libres. On en revient à nos origines du baroque. Même si les références de Boulez, ici, en matière formelle, sont des références moyenâgeuses. Je terminerai par un exemple très frappant de musique d'Elliott Carter, qui, je crois, nous montre beaucoup ce qui préoccupe tant de compositeurs aujourd'hui, qui est le problème d'intégrer une multiplicité de temps. Relativité du temps, les différentes conceptions du temps. Comment appréhender cette nouvelle vision d'un temps non unique mais multiple dans la création musicale? Eh bien, nous avons déjà vu au cours de notre travail sur les programmes comment la musique de Ligeti travaillait sur des couches de temps. Beaucoup de compositeurs travaillent sur des couches de mécanismes, par exemple Harrison Birtwistle, le compositeur anglais, structure souvent cette musique de cette façon-là, dans ses Harrison Clocks. Eh bien, pour piano, il travaille de cette façon-là lorsqu'il nous compose des pièces mi très sérieuses, mi pas si sérieuses, évoquant la collection d'horloges de M. Harrison et les jeux polyrythmiques que ces horloges pouvaient créer. On voit bien qu'il y a vraiment des ticos superposés à différentes vitesses. Mais dans le cas de Carter, il s'agit bien plus d'avoir une polyphonie composée de couches qui ont des comportements temporels différents. Il ne s'agit donc pas tant d'avoir des couches de vitesse différentes, et il est le maître pour ce faire, nous allons le voir tout de suite, mais d'avoir un projet temporel particulier pour ces différentes pièces. Très frappant, par exemple, dans ces diversions pour piano, où chacune des mains joue une ligne. Nous avons donc une sorte d'invention à deux voix qui revisite un vieux principe polyphonique, et chacune des mains commence la pièce en énonçant une vitesse, en énonçant un tempo, c'est-à-dire en jouant d'une façon régulière, mais dans son tempo propre. Et l'autre main, profil différent, note beaucoup plus courte, caractère différent, mais en ce qui nous concerne pour aujourd'hui, vitesse sensiblement différente. Alors, les deux ensemble créent naturellement des principes de décalage, puisqu'elles sont régulières. Alors maintenant, quelle idée à partir de ce principe dans cette œuvre en particulier? Eh bien, dans celle-ci, je dis bien dans celle-ci seulement, puisque Carter a une idée avec chaque pièce, l'idée est très simple. Chacune des voix suit sa direction temporelle. L'une va devenir de plus en plus lente, l'autre de plus en plus rapide. Et ainsi, au bout d'un moment, une voix aura plus de rapidité et l'autre aura
aura déjà ralenti sa vitesse. Et plus nous avançons dans l'œuvre, plus ce phénomène devient frappant. Et au demeurant, à chaque étape, nous nous apercevons qu'il semble qu'il n'y ait pas de correspondance entre les vitesses de chacune de ces voix. C'est comme si, dans ces couches de temps, ayant chacune sa direction, eh bien, chacun s'ignore et pourtant compose la même pièce. À la fin de cette pièce, une voix sera presque arrêtée, tandis que l'autre devient très bavarde et très rapide dans son bavardage. Et le geste final en dira long sur l'étape ultime de cette mutation temporelle constante. On voit donc ici une proposition très créative, très frappante et très originale de travailler avec ce principe de temps multiple mais conjugué, une réponse créative parmi d'autres pour intégrer connaissance et expérience du temps dans une époque comme la nôtre. Voilà, nous avons essayé de voir comment, à différentes périodes, quelques dimensions fondamentales dans notre sujet pouvaient être traitées, notamment les unes par rapport aux autres, et l'une des plus importantes, naturellement, c'est celle du temps exact. Je crois que cette heure de cours ne peut se terminer dans la plus extrême ponctualité. Il est 19h et je dois vous avouer une chose, c'est que le service de sécurité de la maison m'a demandé de terminer à 19h précise, ce qui était dans mon intention. Sinon, si je commettais l'imprudence d'être trop bavard, dans quelques minutes, nous serions tous plongés dans la plus profonde pénombre, ce qui n'irait pas du tout avec le thème du jour. Ça ira avec le thème du jour où nous traiterons de la lumière en musique, peut-être. Nous en reparlerons.